Bonjour à toutes et à tous et bonjour Laureline. Bonjour. Merci d'être venu assister à cette rencontre autour de Georges Simenon et de Laureline. On va donc passer une petite quarantaine de minutes ensemble et à la fin vous aurez la possibilité de poser vos questions à Laureline, donc surtout n'hésitez pas. Alors avant de partir en Turquie Laureline et vers la taverne d'Avreno, j'aimerais qu'on reparte, qu'on fasse un petit voyage dans le temps et que tu nous expliques brièvement ton parcours. Oui, alors mon parcours, moi j'ai un parcours assez classique en fait. J'ai toujours eu envie de raconter des histoires. En fait, c'est surtout par là que ça démarre, en fait. Et puis, j'aimais aussi les possibilités qu'offrait le dessin. Plus le temps passe et plus je me rends compte que j'ai un grand plaisir à travailler sur les atmosphères. Et de fait... C'est bien ce qu'on ressent dans ce livre. Ouais. Et de fait, le travail sur le dessin, en fait, permet aussi de nourrir les récits de façon plus forte. Et donc, de façon assez naturelle, je me suis dirigée vers la bande dessinée et j'ai étudié aux Beaux-Arts d'Angoulême qui s'appelle Lézy. Voilà, donc c'est vraiment un parcours classique d'autrice de bande dessinée. Et par contre, voilà, je n'ai pas publié tout de suite après mes études. C'est un parcours qui est toujours un petit peu plus compliqué, en fait. On sort rarement de ses études avec la possibilité de publier des livres. Et puis en même temps, quelque part, en ce qui me concerne, tant mieux, parce que je crois que au sortir de mes études, je n'étais pas prête non plus à faire des livres tout à fait, en fait. Donc ça passe par contre... beaucoup de publications dans les fanzines, beaucoup d'effervescence avec d'autres jeunes gens, etc. Je me souviens, tu faisais partie du collectif La Maison qui pue. Tout à fait, voilà. C'était quoi ce collectif ? C'est juste en fait, je pense que l'intérêt des études d'art, enfin en ce qui me concerne, ce que j'ai trouvé intéressant dans le fait d'aller dans des écoles d'art, c'est surtout la rencontre avec d'autres étudiants. Et l'émulation aussi. Et voilà, et donc l'émulation que ça peut provoquer. Et en ce qui concerne la bande dessinée, pour moi, ça a été la possibilité de faire mes premières armes, justement, d'être lu pour la première fois, puisque nous faisions des fanzines, en fait. Et La Maison qui pue, c'est simplement parce qu'aussi, étudiants, on fait souvent des colocations, et il se trouve que j'ai habité dans une grande maison avec 5 autres apprentis auteurs, et en fait, comme c'était la grande maison de cette promotion-là, tout le monde venait faire la fête à la maison, et y compris des animaux. On avait des chats, des poules. D'où les odeurs. Des problèmes d'égout, et donc du coup c'était devenu juste une blague potache où en fait, puisque c'était du fanzine, tout le monde avait appelé notre maison La Maison qui pue, et il se trouve que c'est resté la première fois qu'on a eu l'occasion de faire un fanzine. Voilà. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu aimais l'écriture, donc tu as commencé au tout début, quand tu étais plus jeune, tu as commencé par écrire ou par dessiner ? Peut-être les deux en même temps. Non, en fait, c'est surtout j'aimais les histoires et j'aimais qu'on me raconte des histoires. Et voilà, et j'envisageais pas ma vie sans qu'on puisse me raconter des histoires, mais aussi sans pouvoir m'en inventer, en fait. Et donc tout était là en même temps, je pense, je sais pas. J'arrive pas à distinguer les choses, en fait, à croire que justement elles doivent être, elles doivent aller de pair pour moi, tout simplement. Et ton premier livre publié, c'était lequel ? Alors mon premier livre, c'est un livre à la boîte à bulles, et c'était une compilation de courtes histoires sur des hontes d'enfance, en fait. Voilà. Et donc c'était les miennes. C'était drôle comme projet de livre, par contre, parce que j'allais glaner des histoires auprès des copains, en fait. Et à l'époque, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins vivace. Enfin, maintenant, c'est quelque chose qui me semble moins fort, mais je sais qu'à 20 ans, nos hontes d'enfance, c'était quelque chose de vraiment marquant. Et à la fois, voilà, il y avait une sorte d'universalité de ce rapport-là à la honte, et tout simplement avec la vie en société et toute la misère que ça induit, même si ça induit des grandes joies aussi. Et zut, j'ai perdu mon fil. Bref, je sais plus, j'ai perdu le fil. On parlait de ta première bande dessinée. Oui, bien sûr, non, mais j'ai perdu le fil par rapport... J'étais partie sur un truc un peu plus avec une sorte de logique, mais je l'ai perdu en route. Mais on va refaire un petit bond en avant, parce que moi j'aimerais qu'on parle aussi, avant de parler de... Oui, parce que je vais pas m'étendre sur... Non, de Maigret, mais moi je voudrais parler d'un livre qui m'a marqué, qui a marqué, je pense, beaucoup de lectrices et de lecteurs, c'est « Je viens de m'échapper du ciel ». Ah, c'est drôle. Ah oui, super, ça me fait plaisir, parce que... On est déjà dans une ambiance un peu noire dans ce film. Mais toujours, en fait, la vérité, c'est que moi j'ai commencé... Alors, parce que là, on parle de ces petites hontes enfantines, en vérité, c'est rigolo, mais c'est vrai que c'est pas des choses qui sont très marquantes pour
pour moi, même si ça l'est toujours. Et dès qu'on fait un livre, on le fait avec beaucoup de cœur et on fait avec tout ce qu'on peut et enfin voilà et tout ce qu'on a. Mais ça commence vraiment pour moi l'édition avec un récit de piraterie qui s'appelle L'île au poulailler. Et suite à quoi il y a eu un autre récit qui lui se passait dans la Rome antique pendant la peste en fait, et qui s'appelait La Lionne. Et ensuite, voilà, les choses se sont enchaînées ensuite avec ce noir et blanc de polar, etc. Mais chez moi, il y a toujours quelque chose qui se balade entre quelque chose d'assez noir, mais aussi quelque chose d'assez grotesque. Et aussi, enfin voilà, il y a cette espèce de mélange permanent, en fait, entre une drôlerie un peu absurde, entre quelque chose, je crois, d'assez sombre. Et aussi, ce qui a traversé jusqu'à présent, quand même, les choses que j'ai pu avoir l'occasion de faire, même si ça bouge toujours, et puis c'est difficile. Il n'est pas question de se caricaturer non plus en parlant de soi toujours et de, je sais pas comment expliquer, c'est vite fait de se tromper aussi un peu sur soi-même, mais il y a toujours aussi l'idée de s'approcher des gens, comment dire, quand je commence avec l'île au poulailler et avec les pirates, l'idée c'était de s'approcher des gens qui sont pas entrés dans l'histoire, justement. Et avec la Lionne, il y avait la même chose, c'est-à-dire que lorsque je m'approchais de l'Antiquité romaine, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir parler de poésie, c'était pas le côté conquérant de l'Empire romain, etc. C'était s'approcher des petites gens qui ont disparu, en fait, qui ont disparu de l'histoire, quoi, en fait, tout simplement. Et ça se promène, voilà, avec aussi, ça se poursuit ensuite avec ces polars, etc. Et je pense que ça, c'est un petit truc qui court toujours. Il y a une forme de continuité, même avec ce livre, puisqu'on est aussi dans tu étudies les rapports humains. Oui, c'est drôle. Alors, le Simenon, c'est le livre qui m'appartient le moins, puisque c'est vraiment du Simenon. Et qu'en plus, voilà, c'était une vraie aventure parce que pour le coup, je suis partie à un endroit qui ne m'appartenait absolument pas, avec des personnages que je n'aurais jamais eu l'occasion de mettre en scène parce que je sens que ce qui a été très compliqué avec le Simenon, c'est que moi j'ai toujours besoin d'aimer mes personnages. En fait, ça a l'air d'être un peu bête comme ça, mais j'ai besoin de les aimer. et lorsque j'ai eu l'occasion de lire les romans d'Avrenos, de lire le roman, la première difficulté pour moi, ça a été comment faire avec ces personnages que je ne suis pas sûre d'être en mesure d'aimer, en fait, puisque les personnages de Simenon, ils sont quand même drôlement âpres. Voilà. Pardon, je suis déjà passée brune. Non, mais c'est très bien, ça fait une super introduction, parce qu'on va s'intéresser maintenant aux clients d'Avrenos et aussi à Simenon, parce qu'on connaît tous, on connaît beaucoup Simenon pour Maigret. Et toi, comment tu l'as découvert? Parce qu'il n'a pas fait que Maigret, il a publié des dizaines, des centaines de romans populaires. Alors, moi, rien ne me prédestinait à faire un livre sur Simenon, puisque je n'avais jamais lu Simenon jusqu'à ce que je lise Les clients d'Avrenos. C'est simple. Et tu connaissais Maigret déjà? Oui, mais tout le monde... En fait, ce qui est assez curieux, c'est que Simenon... alors, à part les lecteurs de Simenon, mais sinon, je pense que ça fait partie de ces... comment dire, de ces choses qu'on connaît tous et en même temps que personne ne connaît vraiment, en fait. Donc moi, je n'avais pas lu Simenon, j'avais certainement vaguement vu des Maigret à la télévision, et donc j'en avais une sorte d'image un peu floue, un peu grise, et pas très nette, et surtout une image télévisuelle, quoi, en fait. Il y avait quelque chose comme ça. J'avais l'image de quelque chose d'un peu gris, et d'une grisaille années 50, 60, quoi, je sais pas... Humide, ouais. Ouais, oui, c'est ça. Et c'est tout, en fait. Et par contre, voilà, donc, la genèse du livre, c'est qu'en fait, c'est Jean-Luc Fromental, qui est donc le scénariste, et qui, lui, est un parfait spécialiste, et qui, normalement, aurait dû être là aujourd'hui pour parler avec moi de Simenon. Donc, au départ, c'est lui qui est venu me chercher pour ce roman-là, pas simplement dans l'idée d'adapter du Simenon, mais pour adapter les clients d'Avrenos. Parce que je pense que, enfin voilà, il a eu l'intuition que j'avais certainement quelque chose à jouer, moi, avec ces personnages-là, en fait, et pas avec un autre de ses récits. Je vous expliquerai en quoi je pense qu'effectivement il avait raison, d'ailleurs. Mais donc voilà, tout a commencé comme ça avec Jean-Luc Fromental, qui donc est à l'origine d'une collection qui est en train de se faire. Là, c'est le troisième opus, voilà. Ouais. Le 4e vient de sortir et je vous en parlerai après. Je l'ai trouvé génial. Je l'ai lu hier. Il est vraiment super bien. Blablabla. Donc Jean-Luc Fromental vient me chercher pour faire ce bouquin et puisque j'étais accompagnée d'un vrai spécialiste, j'ai pu me permettre de prendre un parti pris qui semble assez curieux, mais en fait, j'ai joué de ma méconnaissance de Simenon. En fait, c'est-à-dire, j'ai pris le parti de ne pas le lire, tandis que j'étais en train de réaliser le bouquin, excepté bien sûr celui que j'adaptais moi-même, en effet. Mais je trouvais que c'était intéressant.
justement, d'avoir une sorte d'être un peu une page neutre en fait par rapport à ça, et de pas réintroduire justement des choses que j'aurais pu voir à la télé, ou je sais pas, j'avais envie de tenter comme ça quelque chose de plus neutre. Et sachant que voilà, en principe quand même, j'ai la tendance inverse, j'ai tendance forcément à beaucoup documenter, à beaucoup lire, donc c'était un vrai parti pris, en fait, pas juste une paresse, parce que ça peut arriver aussi. Hein. Mais là, en l'occurrence, j'avais envie d'essayer ça, en fait. Et notamment aussi, et pardon, parce que je ne te laisse plus du tout la parole. C'est toi l'invité, hein, c'est pas moi. Et notamment aussi parce que justement ça se passe à Istanbul, et donc du coup ça n'est pas du tout l'image que moi j'avais cette image de grisaille que j'avais un peu floue, etc. Elle échappait complètement. C'est l'inverse là, c'est complètement l'inverse. On est dans autre chose, et du coup je trouvais intéressant d'aller complètement vers cet ailleurs, et vers cet inconnu, et vers cette aventure absolument inédite pour moi, avec en plus ces personnages que je ne savais pas aimer puisqu'ils sont quand même tellement bizarres. Voilà, enfin, à mon sens. Alors, je vais encore te laisser la parole parce que ce livre, Les clients d'Avrenos, il fait partie des romans durs, de ce qu'on appelle les romans durs de Simenon. Il en écrit plus de 100 de romans durs. Qu'est-ce que c'est les romans durs? Alors c'est drôle parce que moi je pensais que c'était lié à une âpreté justement, et pas du tout. C'est juste les romans durs à écrire. Je ne sais pas si vous le saviez. Même s'il écrivait de toute façon très vite, mais oui, les romans durs, c'est ceux sur lesquels il mettait un peu plus de cœur à l'ouvrage. Ouais. Ah oui, non, c'est drôle. Hein. C'est pas l'âpreté, c'est vraiment lui qui disait j'ai beaucoup de mal à les écrire. Oui, apparemment. Alors, pour ça vaut la peine. C'est dommage que mon binôme ne soit pas là, parce que là-dessus, il est intarissable. Il a plein d'anecdotes, plein de choses à raconter sur cette difficulté-là à créer. Mais oui, parce qu'on a oublié toute la période de Georges Simenon. Il était très prolifique. Il a publié des dizaines, des centaines, voire des milliers de textes dans les journaux populaires de l'époque. Oui. Il s'est fait même beaucoup d'argent. Oui, certainement, oui. Alors, on va quand même s'arrêter sur le livre. Donc, le livre, il date de 1935. Et on sait aussi que Georges Simenon, il a beaucoup voyagé. Il est allé au Panama, au Gabon, dans les pays de l'Est et en Turquie pour interviewer une personnalité politique de l'époque, qui était... Oui, c'était Trotsky. Mais alors moi, je connais mal cette histoire-là. Hein. Pour le coup, normalement, c'est Jean-Luc qui est à côté et qui en parle. C'est quand même la jeunesse du livre de Simenon. Oui. Et alors, j'ai lu aussi que quand tu as lu le roman de Georges Simenon, Les clients d'Avrenos, ce sont deux scènes qui t'ont marqué, qui t'ont donné envie de plonger dans cette histoire. Oui, alors c'est drôle parce qu'il y a une partie de notre public qui est au courant, puisqu'hier je leur en parlais. Et donc du coup, je vais redire aux gens que je n'ai pas vu. Oui, en fait, moi, ce qui m'a donné envie, donc je vous parlais tout à l'heure du fait que ce qui certainement m'a donné envie de faire de la bande dessinée, c'est aussi ce rapport aux atmosphères et cette possibilité de nourrir encore plus en fait les récits et d'images et de textes et voilà. Et donc moi, je me rends compte que ce qui va m'appeler en fait dans la perspective de faire ou non un récit qu'on va me proposer, puisque donc moi au départ, je suis et scénariste et dessinatrice, et voilà, je collabore aussi en ma qualité de dessinatrice seule avec des gens, mais je suis quand même au départ capable de tout faire. Bien, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis capable de tout faire. Et donc, il arrive qu'on me propose des projets, et je me rends compte de plus en plus que c'est toujours un petit déclic qui va me donner envie de les faire. C'est pas un principe, et c'est jamais un pitch, et c'est jamais un concept, etc. C'est toujours quelque chose de plus sensible et qui joue justement sur des rapports d'atmosphère. Et là, en l'occurrence, dans Avrenos, il y avait quelque chose de très fort. Donc, il y a une nuit sur le Bosphore, qui est une sorte de nuit un peu décadente où tous nos personnages en fait se retrouvent dans une riche villa, et tout le monde boit beaucoup, et puis il y a cette espèce d'épaisseur de la nuit qui participe au fait qu'à un moment donné tout se dilate. En fait, il y a un temps qui n'existe plus. Les rapports entre les personnages deviennent aussi de plus en plus étranges. Il y a une sorte de jeu de masques qui tombe en fait. Et voilà. Et il y a quelque chose de très fort vraiment dans les sensations comme ça. Et on a l'impression qu'on peut la toucher, cette nuit chaude du Bosphore en fait. Et c'est ce moment-là en fait qui m'a vraiment
donné envie de faire le livre. Et ça a été vraiment ça le déclencheur, en fait. Et c'est vrai que le reste du récit, et d'ailleurs à tel point qu'en fait c'est drôle parce que c'est un passage qui arrive assez tôt en fait dans le livre. Et pour moi c'était tellement le nœud, enfin le centre vraiment du roman, que lorsque j'ai eu terminé de le dessiner pour la bande dessinée, j'avais l'impression d'avoir fini le bouquin, alors que pas du tout. En fait, ça arrive à la 20e page et ensuite, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais pour moi, c'était vraiment la sensation d'être au centre des choses, quoi. Et c'était très, très fort. Mais c'est vrai qu'on en parlait hier. Enfin, pour le coup, il y a quelque chose de très fort dans le rapport aux atmosphères chez Simenon, que ce soit cette moiteur du Bosphore ou bien justement les odeurs aussi. Oui, mais je voulais dire ou bien dans d'autres textes, et en l'occurrence dans ce qui a été adapté là en bande dessinée, et notamment le dernier fait par Edith, ce rapport à la pluie, à tout à fait l'inverse, quoi, justement, à une nature hostile et froide et pluvieuse. Enfin voilà, c'est très fort, effectivement, ça appelle vraiment au dessin, en fait. Alors pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu, on va essayer de résumer le livre. Donc c'est l'histoire d'une jeune danseuse hongroise qui s'appelle Nouchi et qui rencontre un aristocrate qui s'appelle De Jonzac. Alors pour moi, il est un peu sans aspérité, mais on verra pourquoi, on ne va pas non plus tout dévoiler. Et qui travaille, lui, à l'ambassade de France à Istanbul. Et c'est aussi pour moi le récit d'un double exil et ça parle de la misère aussi en soi. Aussi, ouais. Une forme de misère sociale et une misère. Et encore une fois, ce qui est important dans ce livre, c'est le traitement des êtres humains, de l'âme humaine même. Ah ouais. Alors moi en l'occurrence en tant que dessinatrice, ce qui a été le gros enjeu pour moi, ça a été justement de mettre en scène ces personnages. C'est-à-dire que puisque justement j'étais face à des personnages que je ne comprenais pas dans leurs intentions, dans leur façon d'agir, etc., j'avais un travail d'autant plus fort à faire en termes de mise en scène. C'est super dur en fait de mettre en scène des personnages qu'on ne comprend pas toujours. Donc, en l'occurrence, par exemple, nous avons cette fameuse Nouchi qui est le personnage principal, qui est le personnage le plus attachant et en même temps qui est tordu aussi à un endroit. Et en fait, Nouchi, je la comprends pas. Et pourtant, c'est le personnage central. Et donc, il m'a fallu vraiment faire un gros travail sur ce qui serait du jeu d'acteur, en fait. Comment incarner quelqu'un dont on n'a pas tout à fait compris quelles étaient les intentions. Et donc, mais en même temps, c'était aussi super intéressant comme travail, justement, d'aller chercher ça. Et alors oui, pour finir, j'ai trouvé une façon, justement, de la mettre en scène. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que donc vous verrez en le lisant, c'est un personnage qui est à la fois tout à fait charmant, avec une grande vivacité. C'est une toute jeune femme. Déterminée. En fait, c'est encore presque une adolescente en réalité. Mais elle a, et donc elle est on comprendra qu'elle est très calculatrice à un endroit, mais à un autre endroit, elle est d'une immense spontanéité, en fait, vraiment. Et c'est pour ça que ça peut aussi être un personnage attachant, bien que ce soit un peu plus compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ses actions, en fait, c'est toujours quelqu'un qui est tout à fait sincère, justement, bien qu'elle soit dans un calcul permanent des choses, mais il y a une telle spontanéité, une telle vivacité, qu'en fait, dans ses rapports humains, il y a une vraie sincérité aussi. Et du coup, j'ai joué sur ce truc-là, c'est-à-dire, en effet, je n'arrive pas à sonder quelle est l'âme de Nouchi, mais par contre, j'accepte l'idée que ce personnage, au moment où il est incarné, en fait, à la page, il est parfaitement sincère dans tout ce qu'il fait. Alors, je ne sais pas si c'est très clair. Puis en plus, même pour moi, c'est un peu difficile de le décrire parce que, mine de rien, je l'ai réalisé il y a plus d'1 an. Et donc, du coup, c'est toujours des drôles de boucles de reparler des livres qu'on a fait il y a un moment. Mais donc, voilà, l'angle, ça a été celui-ci. Mais ça n'a peut-être pas l'air comme ça, mais c'est des questionnements hyper importants pour donner de la justesse, parce que ce sont des personnages, on peut pas juste les camper comme des enveloppes vides, quoi. Il faut trouver une façon de les faire bouger, quoi. Voilà. Et l'histoire, elle tourne autour d'un trio aussi. Oui, alors mais après effectivement, on n'a peut-être pas tout à révéler, mais donc il y a ce personnage de Nouchi qui est donc très spontanée, très vive, et en même temps toute pleine de calculs, etc. Puisqu'on comprendra qu'elle vient d'un milieu très pauvre et qu'elle n'a pas du tout l'intention de continuer à vivre cette vie-là. Et puis ensuite, on a un personnage de jeune femme beaucoup plus romantique, beaucoup plus tragique aussi à un endroit, et qui va avoir la malchance effectivement de participer à ce trio amoureux en quelque sorte. Alors, on va s'arrêter sur les personnages. Comment tu as travaillé avec Jean-Luc Fromental ?
Il t'a fourni le scénario déjà écrit de A à Z ou vous avez... Alors, tout simplement, il m'a d'abord fait lire le roman. Et ensuite, non, on a fait un jeu, alors qui n'est pas exactement un jeu de ping-pong, mais où effectivement, il n'a pas tout écrit d'un coup. Il a écrit une grosse partie du... Enfin, c'est un peu technique, ça. Hein. Juste, on a écrit la moitié, puis ensuite, moi, je l'ai suivi au dessin, puis ensuite la deuxième moitié. Mais en fait, comme c'est du... Ça peut être très problématique quand on travaille avec du récit imaginaire, en fait, et qu'on ne sait pas où le scénariste va aller. Là, en l'occurrence, on savait très bien, en fait, comment est-ce que les choses étaient structurées, donc pas de problème, en fait. Et par contre, ça a été très intéressant parce que je pense que... Donc, je vous disais que Jean-Luc était venu me chercher pour ce récit et pas pour un autre récit de Simenon, parce que je pense que pour lui, il y avait aussi quelque chose d'important dans le rapport que moi je pouvais entretenir avec les femmes, en fait. Comment, en tant que femme aussi, je pense que c'était vraiment ça l'idée, c'est-à-dire comment mettre en scène cette jeune femme-là, en l'occurrence, Nouchi, en bande dessinée. Puisqu'il faut quand même parler du fait qu'effectivement, en bande dessinée, il y a aussi des traditions parfois un peu stéréotypées sur les personnages féminins. Et effectivement, là-dessus, on pouvait pas se permettre. Alors, je dis pas qu'il y a que des femmes pour camper des personnages qui auraient une justesse, en fait, des personnages de femmes qui seraient un peu plus justes, mais en tout cas, on est un peu plus sûr d'éviter les archétypes de la plantureuse, parce qu'en fait, voilà, Nouchi, c'était vite fait de pouvoir en faire juste une vampe, une jeune vampe, une jeune séductrice calculatrice, et puis s'arrêter là-dessus. Et ça voulait dire perdre, mais une grosse partie de l'intérêt de ce personnage, en fait. Et je pense que la raison pour laquelle Jean-Luc est venu me chercher, c'est parce qu'il savait que moi, j'allais avoir un rapport assez exigeant de ce point de vue, en fait, sur la façon de traiter ces personnages féminins. Et donc, voilà, et dans la continuité de cette pensée-là qu'il a amené à travailler avec moi, ce qui a été intéressant aussi, c'est qu'il m'a laissé aussi du champ quand même sur une façon de penser parfois ces personnages féminins. C'est-à-dire qu'on était raccord la plupart du temps, et puis lui, il a justement comme il a cette science-là de Simenon, ce rapport au rythme qu'il fallait introduire dans le récit, etc. Moi, je faisais absolument confiance, et puis en plus, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, je trouve, donc... Mais il y a d'autres endroits sur des choses plus subtiles, des façons de mettre en scène ces personnages, de parfois quelques toutes petites subtilités de dialogue aussi, qui pour moi changeaient vraiment les choses, en fait. Et il m'a laissé la main là-dessus parce que je pense que ça l'intéressait aussi, non seulement parce que je suis une femme, mais aussi parce qu'il y a un écart générationnel entre nous quand même. C'est-à-dire lui, je sais pas, on doit avoir une 30aine d'années d'écart. Et donc forcément, ça introduit aussi des fois des différences de point de vue aussi justement sur nos personnages et encore une fois sur ces personnages de jeunes femmes. Le rythme, il est important parce qu'il y a vraiment une forme de longueur et de sensualité. La sensualité, elle est aussi présente dans l'histoire. Oui, c'est aussi la raison pour laquelle je pense Jean-Luc est venu me chercher, c'est-à-dire moi j'aime bien mettre en scène les femmes et j'aime bien aussi, mais de la même façon que je vous parlais du rapport d'atmosphère, c'est-à-dire que pour moi tout ça c'est la même chose, il y a aussi un rapport, la sensualité c'est ça aussi, c'est du rapport d'atmosphère, c'est l'épaisseur des corps aussi, et tout ça moi ça me passionne en vrai, effectivement. On a parlé des 3 personnages principaux et pour moi il y a un autre personnage qui a un objet important, c'est le monocle. Parce que tu lui fais faire plein de choses en fait. Ouais, alors c'est drôle parce qu'on hésitait. Donc de Jonzac, le personnage masculin, qui est donc ce personnage principal, mais dont on parle peu parce que dans le fond, il a un peu moins d'intérêt quand même. Eh bien, il a un monocle. Et alors au début, on hésitait à le mettre en scène, ça, le monocle, parce qu'on pensait que ça pouvait aussi camper quelque chose d'un peu... Est-ce que ça risquait pas de le figer de façon un peu stéréotypée et tout? Et en fait, pas du tout, comme c'est un personnage tout à fait raide tout le temps, en fait, ce personnage masculin. Le monocle participe vraiment à cette raideur. Et les seuls moments où il perd le monocle, c'est vraiment lorsque justement le masque tombe et où on se rend compte que c'est quand même un pauvre petit garçon un peu bête et perdu, en fait, au milieu de tout ça. Et donc il a vraiment besoin de son monocle pour se donner une sorte d'existence et d'autorité, quoi, en quelque sorte. On va revenir sur ta façon de travailler. Est-ce que tu as changé ta façon de travailler et ta technique par rapport à tes précédents livres ? Alors non, parce que je ne sais pas tout à fait dessiner autrement que comme je dessine. Au demeurant, comme c'est un récit en couleur, les récits que j'avais fait précédemment, en fait, on a parlé Je viens de m'échapper du ciel, mais juste avant, j'avais fait un bouquin sur Cocteau, et ces livres-là étaient en noir et blanc, et donc du coup, forcément, ça introduit d'autres rapports, et donc j'ai un peu freiné le rapport au noir et blanc pour que la couleur que je n'ai pas faite moi, c'est Isabelle Merlet et Jean-Jacques
Rouget qui se sont emparés de la couleur. Et Isabelle Merlet, c'est en quelque sorte ma compagne, comment on dirait, historique en couleur. Enfin, c'est la personne avec qui je travaille. C'est elle qui fait mes couleurs lorsque je fais des livres en couleur depuis le début, en fait. Donc c'est notre 5e livre ensemble, en fait, avec Isabelle. Pardon, j'ai un peu dévié par rapport à la question. C'est bien parce que les couleurs, elles sont hyper importantes. Et les couleurs sont hyper fortes. Et ça aussi, c'est-à-dire que ça participe de l'ambiance. Ouais, et ça, c'était intéressant aussi parce qu'au départ, lorsqu'on travaille avec des coloristes, enfin, la façon dont je travaille avec Isabelle, et en l'occurrence Jean-Jacques, c'est au départ, ça démarre par une sorte de ping-pong où en fait, ils travaillent dans leur coin et puis ensuite, ils me montrent quelques pages, ce qu'on appellera des pages d'essai, quoi, en fait. Et ensuite, on se met d'accord sur voilà, est-ce que moi j'ai le sentiment que ça marche par rapport à ce que j'avais envie de raconter ou pas. Et je sais qu'eux au départ étaient partis sur quelque chose qui avait un peu cette vous savez, je vous parlais au départ de ce que je ne connaissais pas de Simenon, mais de cette sensation de gris un peu que j'avais. Et je sais que certainement on l'avait aussi, puisqu'au départ il m'avait fait cette proposition un poil grise, en fait, justement, qui correspondait à cet imaginaire collectif, je pense, autour de Simenon. Et en fait, on a complètement bougé ça. Moi, j'avais envie, et puis ensuite, ils l'ont fait brillamment, quoi. Justement, que ce soit au contraire éclatant de couleurs, parce que de toute façon, il y a cette idée aussi d'un Orient, enfin, il y a un plaisir à ce que les couleurs soient vraiment éclatantes, quoi. Et ça participe vraiment au récit. Et donc, voilà, ensuite, on est parti sur cette lancée, et moi, je trouve qu'ils ont fait un travail coloré qui est admirable. Ouais. Donc tu n'as pas changé ta technique, mais quelle est ta technique de travail ? Je n'ai pas de technique, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais tu utilises quoi ? Quel support ? Ah oui, alors pardon. Donc non, j'ai pas changé de technique. Après, forcément, à chaque récit, on a des façons de travailler différentes. C'est-à-dire que là, ça exigeait effectivement... je dis que je n'ai rien changé, mais il y a toujours des choses qui bougent. C'est-à-dire que j'avais besoin d'un petit peu plus de précision à certains endroits, parce que le récit, il est hyper serré. Justement, il y a une sorte de grand rythme, ce rythme qu'a insufflé Jean-Luc pour coller justement à ce côté très tranchant de Simenon, induisait l'idée que moi, il fallait que je sois très efficace aussi dans ce que j'allais dire. Donc, j'avais beaucoup de choses à dire en peu de place. Et donc, ça a induit aussi une façon peut-être de, je sais pas, de penser du détail, des choses un peu autres. Je reviens au fait que juste avant, j'avais fait un livre sur Cocteau qui, lui, faisait 250 pages et où je me suis permis vraiment de laisser... une sorte de libre cours vraiment au récit, j'ai pris de la place, etc. Donc je pouvais me permettre des choses, je ne sais pas comment expliquer, c'est hyper difficile de parler de dessin comme ça, mais voilà, j'étais moins serrée là par cette compression des images, du récit, cette nécessité voilà, de dire encore une fois en peu de pages. Et donc, et très pragmatiquement, par contre, je travaille à la plume, non pas du tout à la plume, à la rigolade, je dis n'importe quoi, je travaille au pinceau. Plus du tout à la plume, justement, j'ai du mal. Pour finir, j'ai abandonné la plume depuis quelques années. Donc tout est un travail à l'encre, au pinceau, c'est très traditionnel, je travaille sur papier. Voilà. Et ensuite, par contre, c'est numérisé et mis en couleur sur ordinateur par Isa et Jean-Jacques. On va s'arrêter aussi sur la documentation. Au-delà de la lecture du roman originel de Simenon, comment tu t'es documenté ? Tu es allé en Turquie ? Non, alors je n'ai pas eu l'occasion d'aller à Istanbul et j'ai honte de ne pas l'avoir fait. Après, je me raccroche à l'idée que de toute façon, puisque ça se passe en 1934, on va se dire que les choses ont changé, même si en vérité, c'est toujours des choses que je trouve intéressantes aussi et des interrogations. Je suis quand même convaincue que normalement, c'est bien d'aller dans les lieux parce qu'il y a une sorte d'âme des lieux et même si les choses ont bougé, ça fait bouger des choses dans le récit aussi. En l'occurrence, quand j'avais travaillé sur l'Antiquité romaine avec la Lionne, c'était un récit en 2 tomes. Le premier tome, je n'étais pas allée à Rome. Et le second tome, je suis allée à Rome entre-temps. Et en fait, tout a bougé. C'est-à-dire que, bon, Rome, c'est particulier aussi parce que la ville existe tellement avec toutes ces couches, en fait, d'époque qu'il y a quelque chose d'hyper fort dans le rapport à l'histoire. Mais effectivement, il y a une sorte d'atmosphère et d'âme des lieux qui a insufflé le deuxième tome et qui a complètement bougé le récit. Donc la vérité, c'est que j'aurais certainement... j'aurais beaucoup aimé y aller. Mais voilà, les choses n'ont pas pu se faire. Et donc, tant pis, on fait avec. Et puis, on triche un peu. C'est l'imagination. Oui. Mais oui, alors du coup, pour finir, c'est tout. Ça devient encore autre chose.
Je suppose que ça aurait été différent si j'avais eu l'occasion d'y aller. Mais par contre, du coup, ça induit une nécessité de se documenter folle. Effectivement, je n'ai jamais autant... Pourtant, j'ai eu vraiment des trucs où j'ai eu besoin de me documenter, mais là, je crois que c'est... Plus que d'habitude. Ouais, plus, ouais, vraiment. Mais oui, mais même des petits détails. Alors après, ça, on n'est pas obligé, hein, mais vérifier si de l'hôtel dans lequel... Puisqu'il y a quand même cette espèce de... Je crois que comme chez Simenon, il y a quelque chose justement qui est très... une sorte de réalité des lieux aussi. J'avais envie de faire quelque chose qui soit réaliste à ce niveau-là, sachant que mon dessin n'est absolument pas réaliste, justement. Mais donc, par exemple, lorsqu'ils quittent leur hôtel, à un moment donné, De Jonzac va au commissariat et je voulais savoir si la temporalité, si le commissariat que j'avais dessiné était le bon, parce que est-ce qu'en quelques minutes, ils pouvaient s'y rendre à pied, enfin, des petits détails comme ça, on s'en fiche complètement. Enfin, en tant que lecteur, on ne peut pas voir, on ne peut pas vérifier tout ça. Mais voilà, j'ai poussé le vice jusqu'à des petits détails comme ça, mais je crois tout simplement parce que comme je me sentais illégitime puisque je n'étais pas allée sur place, il fallait bien que je me venge à un autre endroit en allant chercher tenter d'extraire du réel, enfin je ne sais pas, et de l'introduire dans cette fiction. Mais Laureline, on va se tourner vers le public. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, profitez. Oui, attendez, prenez le micro. Alors, tenez-le, c'est mieux. Je voulais savoir si, quand vous dessinez, quand vous racontez l'histoire avec les dessins, est-ce que vous suivez la linéarité du texte, ou est-ce que vous allez à la fin, Alors là, en l'occurrence, j'ai suivi. Je crois que pour finir, j'aime bien suivre la linéarité du texte, parce que je pense aussi que comme il y a l'idée que les personnages bougent aussi au fur et à mesure, j'aime bien garder cette continuité du récit, en fait, et pas parce que je crois que si j'allais piocher, alors c'est tentant d'aller piocher des scènes qu'on a envie de dessiner, par exemple la fameuse nuit sur le Bosphore. Moi, j'avais envie, d'aller directement là. Même si, je vous parlais de la nuit sur le Bosphore, mais vous verrez dans le récit, il y a un autre truc que j'ai adoré, qui m'a donné envie de dessiner aussi, c'est l'introduction. Il y a une introduction hyper bizarre qu'on a gardée, qui est presque un tout petit peu à côté par rapport au reste du récit, et qui est vraiment dans le roman, où en fait ça ne démarre pas à Istanbul, ça démarre à Ankara, et en fait ça démarre dans une sorte de bar qui normalement est un bar de nuit, un bar à entraîneuse justement, mais sauf que là ça démarre de jour en fait, et donc du coup on a cette sensation, enfin moi j'avais cette sensation hyper forte comme si on allait nous introduire comme si on allait dans les coulisses du théâtre, en fait, quelque chose de cet ordre-là, parce que tout d'un coup on voyait un petit peu l'à côté, c'est-à-dire que ce bar normalement qui est un peu clinquant, qui est fait pour, s'enivrer, rêver la nuit en fait, et tout d'un coup on en voyait quelque chose de la crasse banale du quotidien, quelque chose de cet ordre-là, et en même temps aussi un endroit de liberté pour les femmes qui tout d'un coup elles aussi font tomber le masque et puis sont ce qu'elles sont, quoi, en fait, la journée là avant que de devoir parader devant tous ces hommes, en fait. Et il y avait quelque chose, et en même temps ça évoquait aussi un peu une scène de western, parce que j'avais l'impression qu'on rentrait dans le bar, dans le saloon, il y avait, et ça c'était plaisant aussi, et donc c'était juste pour revenir sur cette idée de la continuité de récit. J'aime bien le fait d'évoluer, de pouvoir évoluer vraiment avec les personnages, en fait. Parce que, mine de rien, au fur et à mesure aussi qu'on dessine, on se les approprie, on se familiarise avec eux, on les connaît davantage. Et puis, du coup, je pense qu'on est plus juste dans notre façon de les représenter, en fait. Donc, c'est important pour moi. Une autre question? Oui, attendez, bougez pas. Vous disiez tout à l'heure que vous dessiniez à la plume, mais pourquoi il n'y a pas la couleur en même temps? Alors non, oui, du coup c'est au pinceau, parce que j'ai dit la plume, mais c'était n'importe quoi. Et bien alors parce que je ne sais pas, en fait il y a une efficacité nécessaire en bande dessinée, parce qu'il faut que ce soit lisible. En fait, il y a un rapport à la lisibilité. C'est très compliqué, moi je trouve, la couleur en bande dessinée, parce qu'il y a un rapport de lisibilité, de rythmique, de plein de choses, mais surtout il faut garder de vue cette lisibilité. Et moi j'adore faire de la couleur, mais je me perds complètement en fait et donc je sais en faire pour d'autres choses, mais pour de la bande dessinée je crois que c'est très compliqué. Enfin ça me demande beaucoup de
beaucoup trop d'investissement pour assez peu de résultats au final. Et aussi parce que je ne sais pas dessiner, je ne sais pas mettre de la couleur avec un contour noir. Vous voyez ce truc-là? C'est-à-dire que là, en l'occurrence, je leur propose des pages où j'ai dessiné en noir et blanc, et ensuite, il y a un travail de couleur qui doit se faire avec ce dessin. Et ça, je ne sais pas faire. Quand j'étais plus jeune, je travaillais beaucoup en couleur, mais je travaillais à ce qu'on appelle donc, en couleur directe. Et donc, c'était avec des petites aquarelles que j'avais en tube, etc. Et je faisais monter comme ça les couleurs et les comment on appelle ça, les glacis, etc. C'était très long, mais ce travail-là me convenait davantage effectivement en couleur. Il y avait une façon de faire vibrer de la couleur seule en fait, et pas de devoir l'accommoder au noir et blanc. Je ne sais pas comment expliquer. Et donc voilà, c'est ça l'explication. Mais j'aimerais bien savoir, en vrai. Je convoite. De temps en temps, je fais quand même quelques images, tu fais des etc. tentatives quand même. Oui, bien sûr. Alors pour de l'illustration, j'en fais un peu. Mais et là, dernièrement, j'ai réussi à en faire une sans que ça me prenne une semaine. Et donc, je suis ravie. Je vais peut-être pouvoir m'y mettre. Mais comme je travaille en bonne compagnie aussi, pour l'instant, ça va. Une autre question? Oui. Et la couverture, il y a eu plusieurs idées, hypothèses sur la première de non, alors je suis contente parce que la couverture, ça peut être compliqué, effectivement, avec les éditeurs et tout, puisque c'est quand même les éditeurs qui ont la main sur la couverture. C'est un peu leur propriété, puisqu'effectivement, ensuite, c'est eux qui vont quand même colporter ce livre. Mais là, en l'occurrence, je crois que c'est arrivé tout seul. En fait, il y avait une sorte d'évidence et aussi, il y avait une évidence quand même sur le fait que c'était intéressant que ça tourne autour de ce personnage féminin, puisque c'est Nushi qui est face à nous, et aussi ça marchait, je crois, assez bien en fait ma proposition par rapport aux deux, comme c'est dans l'idée d'une collection. Le premier bouquin, c'est le Polaris et il y a un bateau. Le deuxième, c'était une vue plongeante sur plusieurs personnages à une scène de rue, et donc moi avec mon personnage frontal comme ça, je pense que dans l'idée d'une continuité de collection, ça marchait assez bien. Et non, ça a été c'est passé tout seul. Et j'étais bien contente. Parce que ça, c'est terrible. Quand on est convaincu d'avoir une bonne proposition et qu'elle est refusée, c'est vraiment un déchirement, en réalité. Et moi, je vis très, très mal ça. Je vis très mal la contradiction sur ce que je crée. Donc, j'étais contente que ça passe, oui. Avant de conclure, j'aimerais que tu nous donnes ton avis, ton retour sur cette expérience et cette rencontre avec Georges Simenon. Je sais pas, il y a tellement de choses à dire, c'est compliqué, ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté c'est tellement, je ne sais pas, qu'est-ce que ça m'a apporté, tellement de choses. Non, mais ça a contribué à ce que j'aime, c'est-à-dire partir à l'aventure dans des ailleurs qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas, en fait. Et juste ça, je crois qu'en fait, ça s'est inscrit dans cette logique-là, en fait. Ça m'a aussi donné envie de revenir à mes propres récits. Parce que sinon, encore une fois, ces personnages sont durs, et puis les récits, ils sont âpres, et puis il y a quelque chose... je ne me serais pas spécialisée en Simenon spécialement. De toute façon, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est chouette, c'est justement que cette collection, elle est pensée par plein d'auteurs différents. Mais oui, en fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire, c'était un plaisir que d'avoir cette aventure inattendue dans la continuité au milieu de ces autres livres à venir, quoi. Et il y a certainement plein d'autres choses à dire, mais là, je n'ai pas d'idée. C'est déjà pas mal, en fait. C'est un bon retour d'expérience, une belle expérience. Bon, écoutez, pas d'autres questions avant de conclure, non ? Bon, je vous rappelle que vous pouvez retrouver Laureline en dédicace. Tu es là jusqu'à dimanche. Oui. Merci à vous et merci Laureline. Et merci beaucoup d'être venue.